On s'y retrouve, à tout de suite. Bonjour à ceux qui nous retrouvent à cet instant. Territoire Sénat va démarrer avec l'actualité politique et parlementaire de cette matinée. Saveria, bonjour. Bonjour à tous. 140 parlementaires de tous bords politiques s'engagent contre les féminicides. C'est une initiative d'Annick Billon, la présidente de la délégation aux droits des femmes depuis le 1er janvier. 72 femmes sont mortes sous les coups de leurs compagnons. C'est la dernière génération d'avions ravitailleurs, l'Airbus A330 Phénix. Il commence à être livré à nos forces armées. C'est un appareil qui augmente la force de dissuasion nucléaire française. Nous allons vous emmener à Istres, dans les Bouches-du-Rhône, pour une opération de ravitaillement en plein air. Et puis l'Europe, et après l'accouchement difficile des visages phares du futur exécutif européen. À Strasbourg, les parlementaires sont à pied d'œuvre. Marie Brémaud était toute la semaine auprès de ses nouveaux députés. Elle nous dira tout. Mais tout d'abord, ils sont 140 parlementaires de tous bords politiques à signer une tribune pour lutter contre les féminicides. Les chiffres sont accablants. 72 femmes sont mortes depuis le début de l'année sous les coups de leurs compagnons. Un échec dramatique pour notre société, déclare Nicole Belloubet, la garde des Sceaux. Alors que se pose une question, que fait le gouvernement? Reportage Alizé Boissin. Elle s'appelle Maïté, Gaëlle ou encore Leïla, tuée par son compagnon à Saint-Denis. Une liste qui ne cesse de s'allonger. Au total, 71 femmes ont été tuées par leurs compagnons depuis le début de l'année. Pour stopper ces meurtres qu'on appelle féminicides, la garde des Sceaux veut généraliser l'utilisation de bracelets électroniques pour maintenir à distance les ex-conjoints violents. Je vais tout de suite passer à la généralisation, parce que pour que ce dispositif soit efficace, nous devons absolument modifier un tout petit peu la loi, parce qu'actuellement nous ne pouvons l'appliquer qu'à un certain nombre de personnes, celles qui ont été condamnées, et c'est trop restreint. Nous devons modifier la loi, et donc puisque je modifie la loi, eh bien, je vais généraliser immédiatement. Mais pour l'une des porte-paroles d'Oser le féminisme, l'urgence est dans la prévention. Une formation obligatoire, systématique et féministe de l'ensemble des personnels qui sont amenés à prendre en charge des femmes victimes de violences. Ça passe par les policiers, les juges et magistrats, mais aussi tous les travailleurs sociaux qui sont amenés à suivre des familles dans lesquelles il y a des violences de la part du conjoint, et de telle sorte qu'il puisse y avoir une prise en charge effective et juste. Pour ne plus faire de ces crimes une fatalité, le collectif réclame également une augmentation du budget alloué aux violences conjugales. En Espagne, ils ont également déclaré la lutte contre les violences grande cause nationale. Et ils ont créé un fonds dédié où ils ont mis 1 milliard d'euros sur la table pour pouvoir lutter efficacement contre les violences. Et ça passe par des tribunaux spéciaux où les magistrats sont formés à la question des violences sexistes et sexuelles et sont davantage en capacité de protéger ces femmes. En France, on estime, d'après les chiffres du HCE, le Haut Comité à l'égalité, que la lutte contre les violences mobilise de façon transversale sur tous les ministères, intérieur, justice ou secrétariat d'État à l'égalité femmes-hommes, 79 millions d'euros. D'ici là, les cris d'alerte se poursuivent. Un rassemblement est prévu samedi prochain à Paris. C'est la dernière génération d'avions ravitailleurs, l'Airbus A330 Phénix. Les premiers appareils commencent à être livrés à nos forces armées. C'est un avion qui augmente la force de dissuasion nucléaire française. Direction Istres, dans les Bouches-du-Rhône, pour une opération de ravitaillement en plein air. Vous allez le voir, c'est très impressionnant. C'est un reportage de Fabien Riquer. Faire le plein à 550 km/h. Ces avions Rafale sont ravitaillés en plein vol par le dernier bijou de l'armée française, l'Airbus A330 Phénix, véritable station-service volante. L'appareil peut transporter 110 tonnes de carburant, mais aussi des troupes. Vous avez un nouvel avion qui peut faire à la fois du ravitaillement en vol et du transport de passagers. On peut emporter 270 passagers comme dans n'importe quel avion de ligne à bord du Phénix, en même temps qu'on fait du ravitaillement en vol. Depuis sa base d'Istres, le nouvel Airbus permet de projeter des avions de combat à n'importe quel point du globe en un temps record. Un outil qui augmente la force de dissuasion nucléaire de la France. Le Phénix remplacera à terme le C-135, en service
depuis 1964. On se dit qu'on a fait un pas vers la modernité, en effet, mais surtout un pas vers le service que l'on doit rendre à nos aviateurs qui aujourd'hui sont impliqués sur des missions qui sont de plus en plus longues, de plus en plus lointaines et auxquelles on doit apporter à la fois le ravitaillement en vol pour qu'ils puissent effectuer leur mission jusqu'au bout, mais également assurer leur sécurité. Coût d'un appareil, 220 millions d'euros. La loi de programmation militaire prévoit la livraison de 12 à 330 Phénix d'ici 2023. Voilà, dans un instant, c'est l'interview politique. On reçoit Christian Cambon. A tout de suite. Bonjour Christian Cambon, merci d'être avec nous. Bonjour. Sur ce plateau, vous êtes sénateur du Val-de-Marne, LR, mais vous êtes aussi président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Bonjour Christian Cambon, merci d'être là. On vient de voir ces images de ravitaillement à 500 km/h en plein air, c'est très impressionnant. Qu'est-ce que ça dit de la force de frappe de nos armées ? Écoutez, moi j'étais hier dans cette mission qui était très impressionnante parce qu'effectivement, elle prouve que le renouveau des armées, c'est pas uniquement des phrases, c'est pas uniquement des annonces, mais ça rentre dans les faits. Et l'arrivée de ce nouvel avion Airbus Phénix qui multiplie la capacité d'élongation, c'est-à-dire la distance qui peut être parcourue, la vitesse, la capacité d'emport, le fait que cet avion peut être aussi transformé en hôpital, le fait qu'il peut transporter près de 300 soldats, ça ouvre des perspectives tout à fait nouvelles et nous sommes en avance par exemple sur les Américains sur ce sujet. Et donc ça montre que nos forces armées qui avaient véritablement besoin d'une remise à niveau commencent à recevoir le fruit de notre fameuse loi de programmation militaire dont j'avais été le rapporteur. On va parler des chiffres et des budgets. La semaine prochaine, tout d'abord, ce sera le lancement du nouveau sous-marin nucléaire Barracuda à Cherbourg. Voilà, ça y est, vous le dites, nos armées reçoivent leurs équipements. En l'espace d'une semaine, les 3 armes reçoivent 3 équipements nouveaux. Hier, pendant que nous étions à Istres, à bord de cet Airbus, la ministre recevait le premier engin blindé du programme Scorpion pour l'armée de terre, qui en avait aussi bien besoin, et cela remplace des équipements qui datent de plusieurs dizaines d'années. Effectivement, la semaine prochaine, je serai toujours avec la ministre à Cherbourg pour le lancement du Barracuda. Une question tout de même, est-ce que ces équipements flambant neufs, ça masque pas aussi la dégradation du reste, j'allais dire, c'est-à-dire le manque de moyens dans d'autres catégories de la défense? Vous êtes, d'ailleurs, en tant que président de la Commission des Affaires étrangères de la Défense et des Forces armées, vous êtes battu pour maintenir les budgets de la loi de programmation militaire. Alors c'était très important, c'était le but de cette loi de programmation. C'est quand même 300 milliards sur 5 ans, donc c'est pas totalement négligeable. Mais c'est pas, vous avez raison de souligner ce point, c'est pas uniquement dans les équipements. Moi j'ai bien aimé dans cette nouvelle loi, la ministre l'a appelé à hauteur d'homme, c'est-à-dire qu'on a aussi regardé la condition de nos forces armées, les conditions de travail, le statut des familles, les protections de sécurité, de telle sorte que la vie de nos soldats soit protégée, les blindages pour les véhicules dans les opérations extérieures. Donc je pense que cette loi, si elle est appliquée, et ça c'est le rôle du Parlement effectivement de surveiller année après année que l'on utilise bien les crédits, si elle est appliquée, je crois qu'elle va remettre nos armées au niveau top. C'est une des plus belles, peut-être la meilleure armée d'Europe en tous les cas. Venons-en maintenant à un tout autre sujet, l'Europe. On en a beaucoup parlé cette semaine avec ce difficile accouchement de l'exécutif européen. Qu'est-ce qu'elle dit, cette photo de famille avec 2 femmes à la tête justement de l'exécutif européen? Puis par ailleurs, Emmanuel Macron nous parle d'un acte 2 européen. Qu'est-ce que vous attendez de cet acte 2 européen? Alors déjà, moi, la première constatation que je fais, c'est qu'une fois de plus, alors qu'on mettait ce concept un peu en cause, c'est l'alliance, l'entente entre la France et l'Allemagne qui a finalement permis de sortir des difficultés dans lesquelles nous étions dans la nuit de dimanche à lundi. On pensait qu'on était bloqué, qu'on allait sortir un personnage inconnu de tous. Or là, on a véritablement un accord qui permet de propulser aux responsabilités suprêmes 2 femmes, ce qui est une bonne chose. Moi, je suis tout à fait favorable à ce que la parité soit aussi réalisée dans ce genre d'organisation. Moi, je
connais Madame Ursula von der Leyen parce qu'elle est ministre de la Défense d'Allemagne, donc on a eu l'occasion de la rencontrer à plusieurs reprises. On est totalement en phase avec elle sur ce que doit devenir la défense en Europe. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Je pense qu'elle a une belle expérience. Tant qu'à Christine Lagarde, je crois que son portrait n'est plus à faire. C'est quand même l'une des femmes les plus expérimentées que la France a données. Et moi, je lui fais une totale confiance. Et 4 francophones sur les 4 postes. Christian Cambon, on va en revenir maintenant à la politique nationale. On va regarder un sujet, puis vous le commenterez après. Mobiliser et sauver la droite en vue des municipales. Gérard Larcher, le président du Sénat, continue son tour de France, le terrain, les territoires pour reconquérir les électeurs. Avant Nice, lundi, sur les terres de Christian Estrosi, le président du Sénat était cette semaine en Eure-et-Loire. Nous l'avons suivi. C'est un reportage de Cécile Sixou. Ce soir-là, Gérard Larcher donne de sa personne. Le président du Sénat accueille lui-même les partisans LR d'Eure-et-Loire qui sont venus en nombre participer à une réunion publique. Le président du Sénat multiplie les déplacements sur le terrain pour mobiliser la droite en vue des municipales. Ce jour-là, à Chartres, il est accompagné par 4 autres sénateurs LR. Après les échecs successifs aux élections, les militants désorientés sont venus chercher du sens. Ce que j'attends de la réunion de ce soir, c'est d'avoir un groupe homogène, qu'on revienne à une homogénéité un peu plus ouverte, qui défende nos valeurs, parce qu'on a besoin de défendre des valeurs qui sont des valeurs de droite, qui sont aussi des valeurs sociales. J'attends qu'on ressorte tous unis. Bon, pas unis, mais qu'on ressorte au moins avec une ligne de travail cohérente et surtout on est tous la même, quoi. Rester unis et éviter la tentation Macron ou Rassemblement national, c'est aussi le leitmotiv de Bruno Retailleau qui ce jour-là remotive les troupes. Alors mes chers amis, on repart à la conquête, on compte sur vous, soyez fiers, vous êtes français et nous aimons tous la France. On traverse une période difficile. On a eu plusieurs échecs successifs, la présidentielle, les législatives, les européennes. Il faut qu'on se réinvente. Ça veut dire aux Français quel idéal on va porter. On est le parti qui porte quelle conviction, quel projet pour les Français. Il faut qu'on soit lisible, on ne l'est plus. Je pense moi qu'il n'y a pas 2 ou 3 droites irréconciliables. Je plaide longtemps et depuis longtemps j'ai écrit un livre fondation sur ce sujet-là pour que la droite se réapproprie tout son périmètre de conviction. La délégation sénatoriale a aussi rendez-vous avec une centaine de maires LR. Au menu ce jour, la future réforme territoriale et la taxe d'habitation. Face à des élus inquiets, Gérard Larcher est rassurant. Il souhaite éviter que certains ne jettent l'éponge ou se dispersent vers d'autres partis politiques. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une capacité à renouer la confiance. Donc, transformons les inquiétudes en vraies réponses et en confiance. Rétablir la confiance des élus, mais aussi des électeurs de la droite et du centre. Avec son tour de France des territoires, Gérard Larcher joue pour sa paroisse, car des futures élections municipales dépendront les résultats des élections sénatoriales. Christian Cambon, Gérard Larcher nous dit oui, la confiance peut être rétablie. Pensez vraiment que la droite républicaine, elle peut être sauvée en l'état? Oui, je pense que les idées que nous défendons, les valeurs que nous portons depuis tant d'années, elles n'ont pas disparu par un coup de baguette magique. Je pense que les défaites que nous venons de subir sont notre responsabilité, je dirais elles sont notre faute. Ça veut dire qu'on n'a pas assez travaillé, qu'on s'est peut-être cornérisé, on s'est rétréci en quelque sorte pendant une certaine période. Je pense que l'échec des élections présidentielles est un échec majeur, qu'on le paye et qu'on continue encore à le payer dans l'esprit de nos électeurs qui nous en veulent et qui se sont pour partie déportés soit sur les candidats d'Emmanuel Macron, soit vers le Rassemblement national. Donc il faut reconquérir cette sympathie, mais les valeurs, elles restent les mêmes. C'est pour ça que moi, je suis du reste de l'avis du président Larcher. C'est pas la peine de perdre ses nerfs parce qu'il y a eu un très mauvais résultat aux élections européennes. Vous savez, quand on regarde l'histoire, les élections qui ont suivi les élections européennes étaient tout à fait différentes. Il ne faut pas croire que ce résultat emporte celui des municipales. Ne pas perdre sa date. Il y a tout de même l'enjeu majeur du printemps prochain, des municipales au printemps prochain. Oui. Est-ce que on voit toutes les manœuvres qui se mettent en place actuellement avec les élus locaux. Vous craignez une hémorragie d'élus, les Républicains, vers la République En Marche ou le Rassemblement national? Vous savez, la réalité que moi je vois dans un département du Val-de-Marne, qui est un département de l'Île-de-France, je vois que les gens,
ils attendent surtout de bons administrateurs territoriaux. Bien sûr, dans les très grandes villes, il y a une connotation politique, à Marseille, à Paris, à Lyon, tout ça. Effectivement, les étiquettes font foi, mais... Moi, écoutez, j'ai été maire pendant 27 ans. La dernière élection municipale à Saint-Maurice, j'ai fait 76,6 et mon slogan, c'était « Union pour Saint-Maurice » avec Christian Cambon. Il n'y avait même pas le nom d'un parti ni quoi que ce soit, alors même que je le présidais. Je crois que les gens, ils vont être attentifs à ceux qui gèrent bien leur ville, qui modèrent les impôts, qui assurent la propreté, la sécurité, la qualité de vie de leurs enfants et d'eux-mêmes. Et je pense que, vous savez, l'électorat actuellement, il est totalement, j'allais dire, gazeux. C'est-à-dire qu'il peut se déplacer d'un point à un autre sans que personne l'appréhende. Et l'extrême droite, qu'est-ce que vous répondez, vous, en tant qu'élu Les Républicains, à ceux qui se laissent tenter dans votre camp par les appels du pion? On l'a vu encore récemment de Marion Maréchal qui la rencontre, et plus généralement du Rassemblement national. Moi, je les mets en garde. Je les mets en garde parce que le but du Front National qui s'est transformé habilement en Rassemblement National, ça a été justement de nous avaler. Et donc, la seule stratégie de l'extrême droite a toujours été de récupérer la droite républicaine. Donc, celles et ceux qui pensent faire un bon calcul en allant dans cette direction en font en fait un très mauvais, parce que généralement, les lecteurs préfèrent l'original à la copie. C'est pas l'évolution naturelle du spectre politique actuel, j'allais dire. Non, je pense que le spectre politique actuel est en train de bouger. Il y a un certain nombre de logiciels. On le voit bien sur le plan de l'éthique, etc. Il y a un certain nombre de choses que notre électorat, est en train de modifier dans sa conception. Mais je pense que toute alliance, dans un sens ou dans un autre, et qui viserait à oublier les valeurs pour lesquelles on s'est battu, est vraiment dangereux. Donc soyons ce que nous sommes. Il y aura certainement des alliances, peut-être ici ou là, avec En Marche, parce que moi, dans mon département, j'ai des villes qui sont tenues par les communistes, et entre En Marche et les communistes, je sais faire un choix. Merci. Christian Cambon, j'ai une question aux spécialistes des questions militaires que vous êtes. On ne parle pas du service militaire, il y a longtemps qu'on ne le fait plus, mais ce SNU, ce service national universel, selon vous, son principal but, c'est de restaurer quoi? Une forme de patriotisme? Vous savez qu'il y a des polémiques en ce moment sur les premiers appelés de ce service national universel qui dénoncent le fait qu'on veut leur forcer, au fond, à aimer le drapeau. Écoutez, sur le fond, je pense que l'idée est positive, au sens où une partie de notre jeunesse, de nos adolescents, a peut-être perdu ce lien avec la nation, avec le patriotisme, n'ayons pas peur des mots, avec un certain nombre de valeurs que défend notre démocratie. Or, il ne faut pas croire que ces biens-là sont éternels et qu'on ne peut pas les remettre en cause. Et donc, je pense qu'une période qui vise à resserrer ces liens, à mettre en avant la solidarité, les actions volontaires, peut-être aussi le permis de conduire, peut-être aussi le secourisme, tout ça va dans un très bon sens. Moi, ma limite en tant que président de la commission de la défense dans cette maison, c'est de dire c'est pas les armées qui vont payer ça, parce que sans ça il n'y a plus de loi de programmation militaire. Or, comme c'est une affaire à plusieurs milliards, j'ai pas l'intention d'être celui qui paye. Merci Christian Cambon. Vous n'avez pas l'intention d'être celui qui paye, on a compris. Merci beaucoup. On passe à l'agenda. Voilà, ce qui se passe au Sénat la semaine prochaine. Les temps forts la semaine prochaine au Sénat, lundi à 15h, c'est l'examen du rapport sur le projet de loi sur la reconstruction de Notre-Dame de Paris, un texte sur lequel les sénateurs sont fortement opposés, bien sûr, à la vision du gouvernement. Mardi 10h, l'examen du rapport sur la loi énergie-climat, un des derniers grands textes de cette session, examen par la Commission du développement durable. Et puis, toujours mardi 14h30, comment accompagner la transition numérique des PME? C'est l'objet d'un rapport fait par la délégation aux entreprises. La sénatrice Pascale Gruny va dévoiler les conclusions de ces travaux qui concernent donc l'accompagnement de la transition numérique des PME. Très bien, on passe à l'œil 2 dans un instant, l'éclairage de cette matinale. L'éclairage de l'œil 2 de cette matinale, ce matin, c'est Marie Brémond. Merci de Public Sénat. Bonjour, merci Marie. d'être là. Bonjour. Merci d'être là. On va parler avec vous d'Europe. Et cette semaine, c'était aussi la rentrée pour les tout nouveaux députés élus au Parlement européen, à l'occasion de retrouvailles et d'une photo de famille. Oui, alors j'ai choisi deux réunions de famille, notamment la première, celle du groupe Renew. Eh bien, c'est celle de la délégation française, plus précisément du groupe Renew. C'est le groupe centriste au Parlement européen. Cette semaine, eh bien, ils étaient 21 à se réunir. Vous le voyez, des retrouvailles plutôt joyeuses d'une famille recomposée, parce qu'ici, eh bien, on vient de
tous bords Pascal Canfin, transfuge écologiste. Bernard Guetta, lui, il vient de la société civile. Il était journaliste radio. Nathalie Loiseau, ancienne ministre des Affaires européennes d'Emmanuel Macron. Et puis, une tête connue ici, hein, Fabienne Keller, ancienne sénatrice. Elle était, il n'y a pas si longtemps, chez les LR. Elle soutenait Alain Juppé dans la course à la présidentielle. Autre famille, autre ambiance, eh bien celle, nous allons chez les Verts, députés européens, ici à leur petit déjeuner de presse, avec des nouveaux, mais aussi des anciens, là, qui faisaient leurs adieux, comme José Bové, après 2 mandats européens. Autre famille, autre ambiance donc, studieuse, clairement, mais un peu électrique, entre Michel Rivasi et Yannick Jadot notamment. Des petites piques discrètes, mais perceptibles. Ambiance donc, avec un regret tout de même commun partagé chez les Verts, celui de s'être fait voler la vedette par les tractations à Bruxelles. C'est ce que nous disait notamment la toute jeune députée Marie Toussaint. On écoute. Ça fait 5 semaines qu'on est élus et 5 semaines que les chefs d'État, et notamment des 3 gros partis qui ont dirigé l'Europe pendant plusieurs décennies, sont pour le coup dans la tambouille, où on ne parle pas du tout d'orientation politique, de projets pour l'Europe, de projets pour la planète ou même de projets pour l'économie, ce dont on pourrait ne pas leur tenir rigueur. Mais voilà, où ils sont juste en train de discuter de qui va prendre telle place, et j'aime pas ton gars à toi, et celui-là il est allemand, et celui-là il est français. Et voilà, donc ça c'est, pour le coup, oui, c'est exactement ce qu'on dénonce. Marie, on passe à l'image de cette rentrée parlementaire européenne. Oui, alors j'avoue, c'est pas forcément l'image la plus reluisante, mais clairement, elle a marqué. C'était mardi matin, les nouveaux députés européens étaient réunis pour la première fois dans l'hémicycle. L'hymne européen retentit pour célébrer cette nouvelle législature. Et à ce moment-là, 29 députés pro-Brexit ont ostensiblement tourné le dos au Parlement. Une image jugée choquante par bon nombre de parlementaires, une image qui en a éclipsé une autre, celle de 16 députés, là aussi britanniques, mais qui souhaitent rester dans l'Union européenne. Ils arboraient un t-shirt jaune sur lequel était écrit « Stop Brexit ». Passons à l'homme de cette rentrée parlementaire. Disons plutôt que c'est un revenant, Saveria. Il est italien, il a 82 ans. C'est le doyen du Parlement européen. Vous avez une idée ? On le découvre ensemble. Et c'est cela, il s'agit de Silvio Berlusconi, vous pouvez le voir sur ces images. Il n'a eu de cesse d'arpenter les couloirs du Parlement européen, tout sourire, entouré de ses gardes du corps. Il voulait clairement être vu. Le sulfureux ancien chef d'État italien a fait un retour remarqué. Il a notamment posé pour des photos, des selfies. Le nouveau député de Forza Italia revient au Parlement européen après 20 ans d'absence, comme quoi ça ne veut rien en politique. Rien n'est jamais fini. Voilà. Merci Marie pour cet éclairage sur cette rentrée parlementaire des nouveaux députés européens. Merci beaucoup. Merci Marie Brémond. Le Public Sénat, revenez vite. On passe à la revue de presse, les unes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Merci Marie Brémond. À la une des dernières nouvelles d'Alsace, le baccalauréat à l'épreuve. Jean-Michel Blanquer l'a promis, tous les candidats auront leurs résultats ce matin. Pourtant, hier soir, 30 000 copies n'avaient toujours pas été rendues. La solution trouvée par le ministre, remplacer les notes des copies retenues par les enseignants grévistes par les notes du contrôle continu. Une évidente rupture d'égalité pour les syndicats. Les jurys du bac ont été perturbés par des professeurs grévistes qui protestent contre les réformes du bac et du lycée. Réformes prévues justement par le gouvernement. Voilà, on continue avec le courrier Picard. L'école est vraiment finie. Et pas uniquement parce que c'est la fin de l'année. En Picardie, 43 écoles ferment définitivement leurs portes. Elles ne rouvriront pas à la rentrée. Au total, ce sont 400 écoles qui mettent la clé sous la porte. Une situation dénoncée par les élus locaux qui parlent d'une politique de regroupement forcé de la part du gouvernement. Les syndicats parlent, eux, de remplissage des classes. Ces fermetures sont en tout cas lourdes de conséquences pour les petites communes concernées. C'est Sud-Ouest avec les préparatifs du G7 qui met à la une Christophe Castaner. C'est un dispositif de sécurité exceptionnel qu'est venu annoncer le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner hier à Biarritz en vue du sommet des chefs d'État fin août. Il s'est rendu sur place, il annonce une sécurité hors norme pour assurer la protection des grands de la planète après une année marquée bien sûr par les débordements des casseurs.
Cette question de la sécurité du G7, eh bien, elle est cruciale. 4000 participants, 2500 journalistes sont attendus et un contre-sommet prévu à Bayonne et à Hendaye. Voilà, on termine avec la une de Libération. Champagne, on est dans une émission de territoire. Ces petits bateaux qui mettent bébé en mode d'avion, qu'est-ce que ça veut dire? Une histoire cocasse, un bonnet et une couverture pour protéger les bébés des ondes Wi-Fi et des smartphones qui ont récemment été commercialisés par la marque Petit Bateau au nom du principe de précaution. Certaines personnes crient bien sûr au marketing opportuniste. La science, elle, reste sceptique. Merci Saveria, on vous retrouve lundi. Oui, merci très bonne journée à tous, très bon week-end, à lundi. Alors si vous espérez du week-end, du beau temps, c'est réussi. Dans un instant, c'est la météo des territoires de Gilles Mourou. Il fait beau absolument partout, un peu chaud dans le sud. Et ensuite, on regarde le Zap Matin de Christophe Combarieux avec ce qui s'est également passé chez nos confrères dans les autres matinales d'infos. Et on se retrouve après, à tout de suite. Professionnel, avec Coyote Business, géolocalisez vos véhicules et pilotez votre flotte en temps réel. Coyote Business vous présente la météo des territoires. Coyote Business vous a présenté la météo des territoires. Réunis en assemblée générale, ces enseignants protestent contre la réforme du lycée, celle du baccalauréat, et contre un ministre qui, selon eux, fait la sourde oreille. Et certains qui menacent de ne pas statuer dans les jurys. Dans ces cas-là, on remplace les jurys, ne vous inquiétez pas. Une toute petite minorité, ne lui accordez pas trop d'importance. Des procédures disciplinaires doivent être engagées contre des professeurs qui, en réalité, ont manqué à leur devoir le plus élémentaire. On n'a pas le droit, en France, de bloquer les épreuves du baccalauréat. Je respecte le droit de grève, j'ai aucun sujet là-dessus. Mais la grève, on peut la faire au mois de mars. Oui. À un moment donné, ils n'ont pas été élus par les citoyens au suffrage universel. Et donc, à un moment donné, il faut aussi qu'on puisse avancer. Donc demain, il y aura les résultats du baccalauréat. La très grande majorité des élèves auront des notes définitives. C'est donc ça qui est le point important. Et lorsqu'il y a des notes provisoires, vous le savez, la note définitive sera donnée au début de semaine prochaine, en prenant en compte, le jury souverain pourra le faire, la note la plus favorable des deux pour que personne ne soit lésé. C'est son rôle et c'est notre rôle d'apporter la sérénité. Et c'est à nous aussi d'être sereins parce qu'on est les garants du bon fonctionnement de l'éducation nationale et du baccalauréat en particulier en ce qui concerne cette situation. Donc c'est important d'être serein et de tout faire pour que tout le monde puisse être serein. On n'a jamais délivré le baccalauréat comme cela. Il n'a aucun sens, il n'a aucune valeur. Et ce qu'il vient de faire est un coup de force, mais inédit dans toute l'histoire de l'éducation nationale. Donc nous, on est fiers de notre métier, mais ce ministre doit démissionner. Je pense que de la part de ces personnes, c'est une perte complète du sens du service public. Et c'est assez grave de leur part. Je pense que l'immense majorité de la population française se rend compte de cela. Et que, évidemment, c'est triste. Est-ce qu'il faut les radier, comme le propose Jean-Christophe Lagarde, de l'UDI, qui est pourtant un modéré? Il faut en tout cas les sanctionner. Les radier, ce serait peut-être un peu excessif, mais en tout cas, il ne faut pas que ce genre de méthode devienne régulière. C'est en soi. Ils sont sanctionnés, parce qu'il y a une retenue sur le salaire de 15 jours. Vous n'êtes pas obligés, vous, les médias, de jouer le rôle de chambre d'écho de petites minorités qui essayent d'imposer leur loi à tous. Vous n'êtes pas obligés de faire comme si on était dans du 50-50. On n'est pas dans du 50-50. 700 sur 175 000. Il y a aujourd'hui des gens qui retiennent les copies, et puis il y a des gens beaucoup plus nombreux qui soutiennent la revendication et qui ne comprennent pas cette réforme qui a été passée à la hache. Bien évidemment, ça fait plaisir à personne d'utiliser des modes d'action comme celui-ci. Mais quelle est aujourd'hui l'autre solution pour se faire entendre face à un ministre qui joue au bulldozer et qui décide de passer en force ?
Voilà, merci de votre fidélité. On vous souhaite un bon week-end. Demain matin, je vous retrouve pour le JT des territoires. Et puis dimanche matin, je vous retrouve pour Territoire d'Info, les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine. Bon week-end à lundi. Merci de votre fidélité. Au revoir.